Voilà, bonjour à tous. Donc merci déjà d'être là pour assister à une heure de cours qui dépasse un petit peu donc, la grille horaire habituelle. C'est un petit peu un défi quand même de réunir toutes les premières, s'il vous plaît. C'est un peu un défi de réunir toutes les premières de commerce extérieur dans un auditoire pour une conférence. Donc, la réussite de ce défi va aussi dépendre de vous. Je vous demanderai d'essayer vraiment d'être attentif. Ça dure une heure de cours. Hein. Je pense que ça va être relativement dense et donc ça mérite quand même toute votre attention. Je rappelle aussi donc, que cette conférence fait partie de notre module sur le travail et donc à ce titre est matière d'examen. Hein. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Olivier Marchal. Olivier Marchal qui se présentera lui-même et qui est sociologue et qui dirige donc le CSEF. Il va vous expliquer probablement ce que c'est et qui vient nous donner cette conférence donc d'1h15 sur la question est-ce que le travail est indispensable? Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, à lever le doigt ou alors à attendre la fin de la conférence, puisqu'on essaiera de vous donner la possibilité éventuellement de poser vos questions. Hein? Donc encore une fois, je vous demande d'être attentif et respectueux. Et je laisse maintenant la parole à Monsieur Marchal. Merci. Donc un grand merci à tous en tout cas de me donner l'occasion de venir traiter la question de savoir si le travail est indispensable. Je ne dis pas que je vais venir vous apporter des réponses toutes faites, je vais vous apporter certaines questions que vous posez sûrement à propos de ce sujet. On a parlé aussi avec M. Pelletier de poser la question de savoir si le travail est normal. On va en tout cas traiter ça aujourd'hui pendant une petite heure, sachant qu'en plus je ne suis pas prof, donc je n'ai pas les compétences ni le talent de M. Pelletier et de vos autres professeurs, donc je vous demande un maximum d'écoute. Donc me présenter, moi je m'appelle Olivier Marchal, j'ai 29 ans, M. Pelletier a dit que je dirigeais, donc si on aime bien se dire qu'on est important, on dit qu'on est directeur, moi j'aime bien dire que je suis utile, donc je suis coordinateur d'une équipe de 9 chefs de projet qui font des Bac+5 en Sciences Po, en sociologie, en économie ou en sciences. Vous entendez bien? Vous n'entendez rien. On va bien mettre le micro. Est-ce que ça va? Ça ne va toujours pas. Là, ça va. Ah, voilà. Donc, dans mon équipe, il y a 9 personnes, des Bac+5 en Sciences Po, en sociologie, etc. Et nous sommes mandatés sur la zone de Charleroi par les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, c'est quoi? C'est les syndicats, c'est les patrons, c'est l'enseignement et c'est le monde politique pour mener des projets, des études et évaluer les politiques publiques en matière d'insertion, d'emploi, d'enseignement et de formation. Ce sont des questions qui concernent la société dans son ensemble. Donc si finalement la première question c'était qui j'étais, ben non, je vais vous décevoir, je ne suis pas le réalisateur de 36 quai des Orfèvres, je ne suis pas le réalisateur du Gang des Lyonnais et pas encore non plus le réalisateur de la série Braco que vous pouvez voir sur M6 ou sur Plug RTL. Je suis donc directeur coordinateur du CSEF à Charleroi, ce qui m'amène à venir vous parler ici de la question de l'indispensabilité du travail, mais avec un certain nombre de questions, un certain nombre de paradoxes qu'on va essayer de mettre en valeur aujourd'hui. Alors si vous m'écoutez plutôt que de lire, parce que le PowerPoint, c'est généralement, en tout cas quand c'est bien utilisé, uniquement le support de la parole, écoutez bien les phrases que je vais vous dire ici, vous allez vous rendre compte que finalement le mot travail a vraiment des sens très diversifiés. Lorsque vous étudiez, lorsque vous faites un travail pour M. Pelletier, par exemple, vous êtes déjà en train de travailler. Mais lorsque vous êtes né, votre mère, quand elle vous a accouché, elle a produit ce qu'on appelle un long travail, un long et dur travail que nous les hommes sommes incapables de penser la dureté. Mais lorsque je rénove ma maison, on dit parfois que je fais du bon travail. Dans mon cas, on le dit rarement parce que je suis très mauvais bricoleur. Lorsque je suis taraudé par quelque chose, on dit qu'une question me travaille. On a déjà, j'ai dit 5 phrases en tout, on est déjà dans le flou absolu sur ce que veut dire le mot travail. Lorsque je fais du sport, on dit que je travaille mon endurance. Lorsque je dois convaincre quelqu'un, je suis supposé le travailler au corps. Alors là, ça se complexifie encore si je vous demande maintenant ce que c'est que le mot travail. Lorsque j'ai un emploi, je travaille, même si je n'y fais rien.
Ça arrive, et il y en a qui ne font rien sur leur lieu de travail. Lorsque je veux progresser en guitare, il faut que je travaille. Lorsqu'un pompier dort, mais qu'il est de garde, il travaille, mais s'il éteint un feu alors qu'il n'est pas de garde ou qu'il n'est pas pendant sa période de travail, qu'est-ce qu'il fait? Un bénévole, ça travaille. Une mère au foyer, ça travaille. Un retraité, ça travaille. Et Mozart, est-ce qu'il travaillait quand il composait? Donc vous avez ici un ensemble de conjugaison, d'utilisation du mot travail qui vous montre que quand moi on me demande de venir intervenir devant vous, et c'est un vrai plaisir, et qu'on me dit le travail est-il indispensable, moi j'ai envie qu'on creuse ensemble pour savoir ce que c'est que le mot travail. C'est là qu'on passe directement à la diapositive 2. Alors, le travail, est-ce qu'on est bien sûr de savoir de quoi on parle? La question de savoir si le travail est indispensable, il y a le début de la question qu'on doit se poser, il est indispensable à quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il est indispensable? Et puis après, il y a la finalité, pourquoi est-ce qu'on travaille? Pardon? Allez, je vais aller là-bas, même si je préfère quand même marcher. Je prends mes fiches. J'aimais bien le côté micro-cravate, ça faisait émission de télé. Je vais faire mon deuil, je ne passerai pas de Voice. Donc on va poser la première question finalement, est-ce qu'on est bien sûr de savoir de quoi on parle? Et vous et moi finalement, parce qu'à la fin de cette conférence, j'espère en tout cas entendre vos commentaires, je n'en saurai peut-être pas plus. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mes fiches forcément. Alors, on est aujourd'hui, je pense que vous l'avez déjà vu en cours avec M. Pelletier, on est aujourd'hui dans une société salariale. C'est-à-dire que l'ensemble des activités sont rémunérées. Ça veut dire que moi, quand je vous présente la question du mot travail, quand je dis que le travail fait société, quand je dis que le travail est ce qui fonde la société, l'ensemble du système global dans lequel vous vivez, je dis que le travail est à la fois source de la société, c'est à la fois le centre de la société, et c'est à la fois, le travail prend cher dans la société parce que ce n'est pas seulement une idée abstraite, parce que le travail, vous travaillez au corps, puisque vous travaillerez tous, vous êtes probablement déjà en train de travailler, je vous le souhaite, en tout cas en étudiant, vous préparez votre futur travail, et le travail, il ne faut pas se le nier, a des conséquences sur l'organisme. Quand vous regardez au niveau mondial, bien entendu, le travail c'est quoi? Le travail c'est éreintant pour un certain nombre de gens, surtout ceux qui se sont payés pas très cher pour construire nos baskets et qui souffrent du coup de ce travail qui leur est imposé. Mais quand je parle de sens aussi, donc je dis source, le travail est indispensable, je vous le réponds tel quel, le travail est indispensable dans le cadre d'une société salariale, puisque le travail, c'est là que le graphique devient important et c'est là qu'on va expliquer, le travail fournit à la fois un salaire et permet de fournir une production, salaire et production, donc des produits qui se rencontrent dans la consommation. En gros, vous travaillez pourquoi? Pour avoir un salaire, pour vous payer, ou payer à vos proches et à vos enfants, des produits de consommation qui sont produits par d'autres qui travaillent. Donc c'est un système complet. On est dans une logique systémique, ça veut dire qu'on ne sort pas de la boucle. Et finalement, la clé numéro 2 pour répondre, si on sait bien de savoir de quoi on parle quand on parle de travail, c'est de se demander, puisque vous m'avez demandé, ou en tout cas M. Pelletier m'a demandé de venir vous parler de la question de savoir si le travail est normal. Ben oui, il est normal dans la société salariale, le travail est la condition normale de l'ensemble des individus en âge de travailler, sachant que les lois humanistes ont interdit le travail des enfants, en Europe en tout cas, et à un certain âge on considère qu'il est bon de s'arrêter de travailler. Le travail, c'est donc la condition humaine aujourd'hui dans la société salariale, ce qui ne nous empêchera pas dans les diapositives d'après, de regarder un petit peu de manière un petit peu plus critique pour savoir comment fonctionne ce système. Mais c'est aussi une obligation. Alors je vais vous raconter finalement ce qui s'est passé pendant l'industrialisation, que vous avez dû aborder brièvement à travers certainement des textes sur l'industrialisation du 19e siècle, au moment où on est arrivé à l'idée du travail concentré dans des usines, dans des fabriques, dans des manufactures. Une bonne partie des gens subvenaient à leurs besoins à travers le potager, la cueillette ou le glanage, qui est encore un droit aujourd'hui, c'est-à-dire lorsque les pommes et un ensemble de fruits tombent de l'arbre après la récolte, ils appartiennent à l'humanité, ça existe encore ça, mais aussi il y avait des prés qui appartenaient à tous dans lesquels chacun avait son cochon, chacun avait sa chèvre, etc. Et Marx l'a bien décrit, il y a eu un événement au moment où, pour que les manufactures aient assez de force de travail et de gens qui viennent travailler, puisqu'on n'y venait pas travailler volontairement, puisque le travail était dur,
on en est arrivé à des lois en Angleterre qu'on a appelées les lois d'enclosure. C'est les lois de clôture. Ça veut dire, pour faire bref et pour résumer la réalité, on a mis des clôtures sur l'entièreté des bois et des champs communaux, ce qui a fait que les individus de la société anglaise, et petit à petit les individus de la société européenne et puis l'ensemble de la société, et je vous expliquerai comment ça se passe aujourd'hui, se sont vus privés des moyens de subvenir à leurs propres besoins et ont été contraints de vendre leur force de travail. Et là, on entre de plein pied dans le travail, qui en fait est une invention de la société capitaliste industrielle, puisqu'avant, il y avait beaucoup d'activités, mais qui n'étaient pas du travail contre salaire, et ce n'était pas du travail obligatoire. Donc là, on est dans la question des enclosures, on est au 19e siècle. Et après, une fois que les gens ont été forcés de vendre leur force de travail sur le marché salarial pour obtenir un salaire, pour pouvoir s'acheter une partie des choses qu'ils pouvaient se fournir eux-mêmes par leur propre activité quand c'était dans la sphère domestique. Il y a une seconde voie, un second moment, et là c'est ce que j'appelle les clôtures positives, c'est ce qui fait qu'en fait que pour que le système marche, il faut que vous soyez tous contraints de travailler. C'est ça qu'en fait que j'essaie d'expliquer, c'est comment de 19e siècle à aujourd'hui, un ensemble de choses se mettent en place pour que vous n'ayez pas d'autre choix que de rentrer dans le système. Je travaille pour avoir un salaire, pour consommer, pour pouvoir participer à la vie à ma vie et pour pouvoir simplement survivre, mais aussi participer à la vie normale en m'achetant un certain nombre de choses qui n'ont pas trait à mes besoins naturels et de base. Il y a les clôtures positives. Quand le mouvement syndical, dans les années 30, a milité pour les congés payés, quand le mouvement syndical a milité pour la sécurité sociale ou les protections liées au travail, c'est aussi une manière positive de dire vous aurez une retraite, vous aurez des congés payés et vous aurez une protection si vous travaillez. Il y a encore des nouvelles clôtures aujourd'hui qu'on voit en ce moment dans le débat politique. Par exemple, c'est la limitation de la durée du chômage. Je vous en parle très clairement, puisqu'à Charleroi, c'est une vraie question, étant donné le nombre de demandeurs d'emploi qu'il y a, mais je pense qu'à Bruxelles, c'est une question aussi. La limitation de la durée du chômage pose aussi la question de ce qu'on met en marche pour interdire à des individus de pouvoir faire autre chose que de vendre leur force de travail sur le marché de l'emploi. On en arrivera à une phrase un peu plus paradoxale. Et donc, vous avez entendu parler de l'État-providence, qu'on appelle le welfare state. C'est un système qui a été basé sur l'idée que l'État devait fournir à l'individu un ensemble de protections pour son bien-être. Et maintenant, on en arrive à demander à l'individu, s'il veut avoir son chômage, de devoir fournir un travail. Alors, il y a les clôtures cognitives. Cognitive, c'est quoi? Cognitive, c'est dans l'esprit, vous connaissez l'adjectif, c'est ce qui se passe dans votre cerveau. Quand bien même vous en avez conscience, et pas toujours, ça se passe de toute façon. Avant, on appelait ça l'inconscient, maintenant, on va dire cognitive. Les clôtures cognitives, c'est quoi? C'est comment faire pour que, d'un côté, vous ne puissiez subvenir à vos besoins sans travail, et puis en même temps, là je parle des besoins primaires, comment faire pour vous faire croire, nous faire croire, on est dedans, que l'ensemble des choses qui sont vivables sur la planète sont achetables. Vous vous souvenez de cette pub Mastercard où il y avait le papa qui, avec son enfant, qui fait une promenade en bateau et qui se promène, etc. Et on voit chaque fois le prix de la promenade en bateau, on voit le prix de, je ne sais plus, d'une glace, etc. Et le slogan final, c'est « Il y a des choses qui ne se payent pas ou qui ne s'achètent pas, pour tout le reste, il y a Mastercard ». Et en fait, le système aujourd'hui qui fait que le travail salarié devient de plus en plus indispensable, c'est que on avance petit à petit vers une disparition de certaines gratuités et on arrive de plus en plus vers une marchandisation de ce qui fait aussi votre intimité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Saint-Valentin, par exemple, après je vais prendre un exemple encore plus saugrenu. La Saint-Valentin, c'est comment on fabrique de la marchandise à partir du bon sentiment amoureux. Et donc il faut que vous ayez conscience, mais je donnerai d'autres exemples plus précis après, que l'ensemble des choses qui ont trait à votre vie sont créées actuellement sur le fait qu'ils doivent être payés et donc que vous devez avoir un salaire pour vous les fournir. Ça devrait vous choquer, en tout cas ça va certainement vous faire rire. La Saint-Valentin, c'est quoi? La Saint-Valentin, c'est venir faire du cadeau une marchandise, alors qu'avant la société marchande, le cadeau existait déjà comme un signe de je t'aime, un signe de tu comptes pour moi, etc. Imaginez maintenant vous, même si un certain nombre d'entre vous, je l'espère, ont des visions qui tendent maintenant vers le développement durable, mais enfant, vous auriez été tous vexés que vos parents vous offrent un vélo de seconde main ou vous offrent quelque chose que papa avait bricolé tout seul, parce qu'à un moment, on a tous dans notre tête qu'un vrai cadeau, c'est un cadeau neuf, c'est un cadeau acheté à la demande de l'enfant, ce qui est le comble de la tyrannie. Et donc, on est maintenant dans une société, quand je vous parle de la fin de la gratuité, je peux vous parler aussi de la manière dont l'intimité, votre intimité de couple, jusqu'à même l'orgasme, est devenue une marchandise.
On a marchandisé l'orgasme à travers le Viagra. Le Viagra, si on est vieux et qu'on veut jouir, entre guillemets, jouir de la vie, il faut une pilule qui, selon moi, ne devrait être gratuite vu que le bonheur est le bien commun de l'humanité. Donc même à travers le Viagra, je pourrais même être plus choquant, parler de sex toys ou parler de la pornographie, c'est une manière de marchandiser quelque chose du bonheur et quelque chose de votre intimité qu'on vous enlève. Je suis content, vous avez donc une capacité de réaction à vous entendre. Oui, c'est gentil, monsieur Marshall, mais quand on m'entend, là, on aurait tendance à dire que le travail n'a que des vertus négatives, qu'il n'est qu'aliénation, une espèce de post-marxisme sympa et rigolo. Ce n'est pas le cas. Je ne viens pas ici vous dire que le travail n'est pas la capacité de sortir de soi, la capacité de s'épanouir, de participer à la société. Je ne viens pas vous dire ça. Je viens vous donner quelques clés, et après j'aimerais qu'on en discute. J'espère que je suis dans les temps. J'aimerais qu'on en discute, justement pour réfléchir que le travail est indispensable aujourd'hui, mais tout ne doit pas être obtenu à travers le salaire qui passe par un travail. Et donc, il faut décoloniser un petit peu. C'est ce qu'on vient de faire ensemble. On a un petit peu enlevé, on a un petit peu dénudé la question du travail en se rendant bien compte, ben oui, que le travail est obligatoire, mais que tout est fait pour le rendre obligatoire, que d'une certaine manière, on a tendance à marchandiser l'ensemble de notre vie intime, de nos loisirs, de nos émotions, pour que ces émotions rentrent dans le système et deviennent marchandes, et donc entretiennent le système salarial. Par exemple, le travail est-il indispensable? Il y a une première croyance qu'on peut questionner. Je ne vous donne pas de réponse, je vous donne des éléments. Le travail comme nécessité, je parle de le travail salarié. Que pose la question du bénévolat? Est-ce que le bénévolat est improductif au niveau sociétal? Est-ce que la présence des animateurs scouts ne sert à rien? Est-ce que les mouvements de jeunesse ne servent à rien? La question des périodes hors travail, je les ai mis dans le PowerPoint, je pense. Les pauses carrières, les congés sans solde, les vacances, les maladies, le loisir. Vous remarquerez d'ailleurs que le temps hors travail est déterminé en fonction du travail. Quand on est en vacances, c'est parce que d'habitude on travaille. Quand on est en maladie, c'est parce que d'habitude on travaille. Quand on prend un congé sans solde, une pause carrière, etc., tout est en référence au travail. Or, il existe des moments, il existe des instants qui sont en dehors du travail et qu'il est question de protéger. Pour vous faire comprendre la différence entre travail, activité et emploi, je vais vous donner deux exemples. Si je cultive le potager dans le fond de mon jardin, j'essaie de temps en temps de le faire, mais je ne suis pas un génie pour ça, ça ne pousse pas. Et donc si je le fais, je fournis une activité. Mais d'accord, je produis de la courgette, je produis de la tomate pour moi. Mais ce n'est pas une activité salariée. Ça veut dire que l'acception générale du travail, les économistes me diront, tu ne participes pas au PIB, au produit intérieur brut, tu ne participes pas à la croissance générale de l'économie vu que tu ne produis rien. Or, j'ai quand même produit des courgettes et j'ai produit mon autosubsistance. Si quelqu'un fait la même activité, mais qu'il est agriculteur, qui fait les mêmes courgettes, mais qu'il les vend sur un marché, à ce moment-là, lui a un travail et est compté comme travailleur et participe du PIB. Donc, ce n'est pas l'activité qui est en question, c'est le rapport qui l'entoure. C'est pour ça que du travail, il y en a. Je le dis très clairement, mais de l'emploi, il y en a de moins en moins. C'est la nuance entre travail et emploi. Mais il faut sortir aussi d'une deuxième idéologie dominante, qu'il ne s'agit pas de déconstruire complètement, mais je vous donne quelques clés. Le travail se présente depuis une soixantaine d'années comme une libération. Alors j'ai listé ici. Le travail se présente toujours à vous comme une libération des besoins de base. Vous n'avez plus besoin de subvenir à ces tâches indignes qui sont aller chercher de la nourriture, se chauffer, etc. Vous voulez payer via un salaire. Vous n'avez plus besoin de vous inquiéter de l'avenir, qui est très très inquiétant, puisqu'on n'a plus beaucoup de certitude sur ce que l'avenir sera, puisque le système salarial vous permet, à travers l'argent que vous avez, et d'ailleurs le système publicitaire vous pousse aussi à ça, à jouir tous les jours, carpe diem, consommer au présent, et si vous ne consommez pas, épargnez pour l'avenir. Mais le travail aussi, ça vous libère des autres. Bon, ok, il faut bosser avec les autres. Vous avez tous certainement, autant que moi, l'envie d'être dans une position dominante qui vous permet de faire un petit peu ce que vous voulez et de faire ce que vous ne voulez pas aux autres. Ça vous libère complètement des autres, le travail. Ça vous libère de votre conjoint. C'est un peu la question de la libération féminine. C'est qu'à partir du moment où vous avez un travail, vous êtes autonome, vous savez subvenir à vos besoins, vous n'êtes plus dépendant d'un autre. Ça vous libère aussi de votre histoire, ça vous libère de votre passé, ça vous libère de vos origines. Bah oui. Là, on pourra en douter, on pourra en discuter après, même après mon intervention.
le travail se dit méritocrate. Celui qui est le meilleur domine, celui qui est le meilleur montera de toute façon, celui qui est le meilleur réussira plus que les autres, selon moi personnellement je doute, et par mon expérience du terrain, ce ne sont pas toujours les meilleurs qui finissent aux plus hautes places. Mais le travail vous libère aussi d'un certain nombre de tâches que la société juge dégradantes. Les tâches liées à la propreté, à l'hygiène et les fonctions domestiques. Ça vous libère aussi du poids éducatif des enfants, étant donné qu'on vit une société qui sous-traite de manière générale les fonctions éducatives dans les accueils extrascolaires, chez les scouts, à l'académie, au camp de vacances. Puisque les parents doivent travailler, il faut sous-traiter la tâche éducative aux enfants. Puis ça crée de l'emploi. Donc on est dans une machine qui s'auto-alimente. Alors que ce que la libération féminine a créé en libérant la femme des fonctions domestiques, le salaire qui est apparu de l'emploi féminin vient massivement payer ce que le rôle domestique, il n'est pas sexué, ce rôle, il pourrait tout à fait être assumé par un homme, mais ça veut dire que l'apparition du micro-ondes, l'apparition de l'industrie agroalimentaire qui a fait des plats tout faits, est un marché qui est né de l'apparition d'un second salaire dans le couple, alors que mes parents à moi, mes grands-parents plutôt, pas mes parents, ont réussi à rendre heureux mes parents avec un seul salaire et il ne manquait de rien. Seulement maintenant, il faut acheter des tablettes, il faut acheter des GSM et tout ça. Mais ça vous libère aussi, le monde du travail vous promet maintenant, après la révolution de 68, qui a été aisément digérée par le management, vous promet dans des entreprises sans hiérarchie, où il y a seulement la créativité et le bagou qui prime, eh ben le travail vous promet de libérer votre créativité dans un monde en réseau où finalement chacun contribue avec son talent. Ça vous libère aussi des limites physiques, vous devenez hyper mobile, vous bougez dans tous les sens, et vous pouvez même être à plusieurs endroits différents, en train de tenir une réunion, mais vite taper un SMS ou tweeter pour un copain. Et ça vous libère surtout du mythe, ça vous libère de la rareté, c'est-à-dire la rareté des choses. Vous avez l'impression, par votre salaire et par votre travail, d'accéder à l'abondance, c'est-à-dire vous ne manquerez de rien. Non seulement vous épargnez, mais en consommant, quand vous allez dans un supermarché, vous ne manquerez de rien. Or, si vous regardez bien, vous êtes en marketing peut-être, on fonctionne uniquement sur la rareté, sur des stocks limités, sur des flux tendus. Donc le mythe de l'abondance vous fait croire au bonheur alors que la rareté est absolument partout, elle est en quantité et elle est rareté en temps. Alors le travail obligé, oui aujourd'hui, il est clair qu'entre 18 et 62 ans, c'est pas la date de la population, c'est pas les écarts de la population active, mais il est clair que pour la population active en Belgique et en Europe, le travail est obligatoire. Pourtant, il n'est pas en libre accès. Ça serait facile de créer un système en disant tout le monde doit bosser et dans lequel il y aurait du boulot pour tout le monde, mais en plus il y aurait du boulot qui plaît à tout le monde. Parce que vous espérez tous faire un boulot qui vous plaît, je vous le souhaite, même si un certain nombre d'entre vous s'emmerderont au travail, parce qu'il n'y aura pas eu d'autre choix, parce que vous aurez été obligé de travailler pour payer un loyer, pour s'en aller de chez papa et maman qui commencent à être gonflants, etc. Donc vous allez être aussi dans des dynamiques. En tout cas, je vous souhaite de trouver le boulot qui vous plaît. Ce n'est pas le cas de l'humanité tout entière, il faut que ça soit clair. Alors non seulement, il faut aussi savoir que le travail existe en stock limité. Il n'y a pas de travail pour tout le monde en Belgique, il n'y a pas de travail pour tout le monde en Europe. Et en plus, il est en stock variable. Ça dépend non seulement du moment, mais ça dépend des lieux et ça dépend du secteur. Il n'est pas toujours accessible non plus. Vous n'êtes pas hyper mobile au point de bouger toutes les semaines, comme le font certains intérimaires qui n'ont pas la chance d'avoir d'autres statuts, qui doivent bouger et qui sont tendus vers le nomadisme pour trouver de l'emploi. On va où il y a de l'emploi. Et l'emploi n'est pas toujours accessible dans le temps, parce qu'à un moment, il y a une offre d'emploi, nous, on n'était pas disponible, on était à autre chose. Donc le marché de l'emploi est beaucoup plus flexible et extrêmement déroutant que ce que ne le prétendaient les politiques et les analystes d'économie qui tendraient à nous dire que s'il y a des chômeurs et qu'il y a des pénuries d'emploi, c'est parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne veulent rien faire. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc là, on est dans la question de l'adéquation entre l'offre et la demande. Une société qui fait du travail une obligation, sans dire aussi aux gens, eh bien que, comme je viens de le dire pour les questions de pénurie d'emploi, eh bien, il y a un certain nombre d'entre vous, malgré vos diplômes, qui galéreront pour trouver un travail parce que le marché ne lui fera pas de place à ce moment-là, avec ses qualités, avec ses défauts, et parce que l'embauche, c'est aussi une rencontre entre des personnes, il n'y a pas que la compétence qui joue. Et là, j'ai une question paradoxale à vous poser. Moi, je ne donne pas de réponse, mais vous entendez bien ma réponse à travers la question, je ne vais pas non plus faire le naïf. Une société qui fait du travail une obligation sans en avoir pour tout le monde, en stock et en temps, est une société qui pousse les individus dans une situation paradoxale. C'est comme si je vous demandais de m'obéir
quand je vous dis la phrase suivante, soyez spontané. Si vous m'obéissez, vous n'êtes plus spontané. C'est une injonction paradoxale. La société aujourd'hui donne une injonction paradoxale à l'individu en lui disant « il faut travailler, de toute façon tu ne t'en sortiras pas si tu ne travailles pas, mais il n'y a pas de travail pour tout le monde ». Alors, ça c'est bien gentil, Monsieur Marshall. Ça c'est des contextes sociologiques. Le sociologue, il réfléchit sur la société, il fait des grandes phrases. Mais pour comprendre le travail, une fois qu'on se penche sur l'individu, moi je vais vous présenter 3 dimensions du travail. Et je vais vous citer la sociologue Dominique Méda, qui a beaucoup bossé sur la question du travail, et qui dit qu'en tout cas aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit en début de cours, la société investit toutes ses énergies utopiques, je vais expliquer ce que ça veut dire, dans le travail. Ça veut dire que tout ce qui concerne l'accomplissement positif de notre société se concentre dans le travail. Vous avez peut-être entendu parler de l'analyse que faisait Max Weber du capitalisme via la religion protestante, qui a magnifié le travail de la terre pour glorifier Dieu. On est aujourd'hui, si on enlève le mot Dieu, dans une idée qu'il faut magnifier le travail et que c'est uniquement le travail qui crée de l'emploi, qui crée de la croissance, qui crée du bonheur. Ce dont un certain nombre d'économistes, et vous peut-être, en doutez certainement, vu que vous n'êtes pas plus malheureux depuis qu'on vit 4 ans de crise, vous n'êtes pas non plus malheureux, donc bonheur et croissance ne sont apparemment pas liés, en tout cas vous m'avez l'air fort souriant. Donc il y a 3 dimensions que j'aimerais traiter avec vous. 3 définitions du travail qui peuvent aller ensemble dans la vie d'un individu. La première définition du travail, c'est le travail comme production, qui donne accès à un salaire en échange de la force de travail. C'est une dimension productive, on parle alors du travail comme production. Exemple, l'ouvrier de montage chez Michelin en France, aimablement payé 1 300 € net par mois après 30 ans d'ancienneté, ce sont des chiffres que j'ai vérifiés, et travaillant à pause, c'est-à-dire pendant la nuit, participe à la production d'un pneu. C'est une dimension du travail. Vous allez être amenés tous à produire un certain nombre de choses, plus ou moins matérielles, puisque maintenant on parle de biens et services. Il y a une deuxième dimension, c'est le travail comme activité qui donne accès à un statut. On parle alors d'emploi. Ça donne accès à une position, à une existence reconnue, par des droits, mais aussi par un état de soi. Il s'agit d'une dimension, je vais dire, statutaire, ou en tout cas socio-relationnelle. On parle alors d'emploi comme statut. Je donne l'exemple. Un ingénieur travaille, et du coup a droit à l'ensemble des droits et des protections liées au travail. J'ai souligné ce qui vous parle de statut. Mais il cotise pour sa retraite, un statut futur, et par son CDI, contrat à durée indéterminée, statut actuel, et son niveau de salaire, autre statut sociétal, peut accéder à la propriété, encore un autre statut. Mais il a aussi une place dans la société, dans l'imaginaire collectif, autre statut, ici une place de prestige, une place respectable. Est-ce le cas de l'intérimaire en CDD à la petite semaine, comme manœuvre dans la construction qui va d'un chantier à l'autre, parce qu'il n'a pas d'autre accès à l'emploi que ces emplois fragilisés. Et il y a une troisième dimension, et c'est celle-là qu'on vous vend à tour de bras et à tour de pub, c'est le travail comme activité permettant l'accomplissement de soi à travers une production exprimant l'essence même de votre individualité. Il s'agit d'une dimension existentielle. On parle d'œuvre, et on vous parle de ça. Et c'est un peu comme ça qu'on vend le travail, c'est on va s'épanouir dans le boulot, on va devenir soi-même. Combien de fois n'avez-vous pas entendu les gens de la Star Academy vous donner comme unique conseil de devenir vous-même ? Ben, cette dimension-là, c'est vraiment s'exprimer. Et l'exemple, c'est un professeur d'orgue. En termes d'utilité, on peut se poser des questions. Si on réfléchit de manière rationaliste, un prof d'orgue comme un prof de latin, ça ne sert plus vraiment à grand-chose. Est passionnée, cette prof d'orgue, depuis sa plus tendre enfance par la musique baroque, Vivaldi, entre autres, donne cours au conservatoire de Bruxelles et participe à de nombreux enregistrements professionnels. C'est son travail à elle, mais c'est surtout sa passion. Cristiano Ronaldo aussi est plutôt dans la dimension œuvre. On pourra discuter de savoir si un dribble équivaut à une composition de Bach, mais ce n'est pas le lieu. Donc ici, vous êtes à la croisée de 3 dimensions. Le travail comme production, le travail qui donne accès à un statut, à un état d'être au monde, et un travail qui est finalement le lieu d'accomplissement d'une œuvre, votre œuvre. Voilà. Alors, Alain Lipietz, économiste français, en citant Dominique Méda, dit « Le souci aujourd'hui, c'est que le travail est vendu comme l'idéologie absolue, l'utopie absolue,
Mais en même temps, ces trois dimensions, elles ne sont pas toujours réunies. Elles sont même très souvent, une ou deux des dimensions sont souvent absentes de la vie d'un individu. Il y a un individu comme Cristiano Ronaldo qui, finalement, réellement, en matière de biens, ne produit absolument rien, ne participe à aucune production, sinon une production cinématographique, mais qui, là, par contre, accomplit son œuvre et à grand prix. Il y a un certain nombre de gens, comme l'ouvrier de chez Michelin, qui, à mon avis, ne s'épanouit pas des 1300 € pour enchasser des pneus sur des roues, et qui, là, est uniquement dans la fonction de production du travail et qui souhaiterait, comme je le note aussi pour l'intérimaire de la construction, souhaiterait avoir accès à un statut, c'est-à-dire un CDI qui mène à la propriété, qui mène à des droits. Et donc vous avez une disjonction entre ces trois dimensions qui crée bien entendu énormément de frustration quand, à la base, on promet à chacun que l'emploi, c'est la façon d'accéder à le fait d'être un homme, c'est d'avoir un emploi, un humain, c'est d'avoir accès à la société, accès à la consommation, etc. Alors la première clé, c'est de se dire, oui, mais souvent, on vous dit ça, oui, mais avant, c'était le cas. Alors avant, ce n'était pas le cas du tout. On ne va pas faire de socio-histoire, mais jamais ces trois dimensions n'ont été réunies dans aucun individu. Et la question était déjà le cas quand les artistes au 19e siècle vous parlaient de faire de l'art pour l'art. On fait une poésie pour faire une poésie, pendant que d'autres, bien entendu, trimaient pour leur construire leur maison, etc. Donc il y a toujours eu disjonction. Et il est intéressant, on n'en parlera pas aujourd'hui, de voir que ces différentes dimensions sont inégalement réparties dans la société. C'est-à-dire que la fonction travailleuse par rapport à la fonction œuvre, globalement, malgré quelques exceptions, est répartie de manière plutôt dominante. Les dominants font des œuvres et les accomplisseurs et les travailleurs de base fournissent les besoins de base et ne sont que dans la fonction travail de par leur salaire et leurs conditions précaires. Robert Cassel vous parle de précariat pour la nouvelle génération de gens qui travaillent, qui auront peut-être 2 emplois et qui, malgré ces 2 emplois par personne, ne bouclent pas les fins de mois. Alors, sur la coexistence de ces 3 dimensions, on aperçoit aussi... Il me reste combien de temps ? Tant mieux, il y aura de la place pour la parole. Ça va en fait ? Oui ? Vous n'êtes pas encore mort, super, c'est bien. Non mais vous êtes bon, vous êtes bon. Alors, il y a un conflit. Derrière ça, il y a quoi ? Derrière ça, il y a quoi ? Alors j'utilise beaucoup de stéréotypes, mais c'est parce que les stéréotypes nous font parler. Vous aurez tous dans votre entourage quelqu'un qui viendra donner l'exemple que tout ce que je dis est faux, mais on va dire que dans la majorité de la société, l'analyse est intéressante en tout cas. La clé numéro 2 que je voulais vous donner à propos de ces questions, c'est qu'il y a un conflit de valeurs. Il y a un conflit de valeurs. Pourquoi j'ai pris le mot production, le mot société et le mot individu ? Parce qu'à travers la première dimension du travail, on retrouve la dimension de la production. Donc on retrouve la logique de la productivité qui fait que la fin justifie les moyens, qui étaient aussi des mots utilisés par des doctrines et des idéologies communistes ou nazies qui étaient extrêmement extrêmes. Donc la fin justifie les moyens, c'est la logique productive, c'est-à-dire que tout est bon pour produire. On est dans la dimension du travail comme production, mais on est aussi pour le statut dans la dimension du travail comme donnant une place dans la société. On a tous dans notre entourage, et vous le vivrez certainement, à un moment une certaine honte quand on a quitté nos parents en leur disant « je vais faire ma vie tout seul », de leur donner des nouvelles, alors que pour le moment, ils nous demandent toutes les semaines « est-ce que ça va, est-ce que tu cherches de l'emploi ?» Ben non, je ne trouve pas. Bon. C'est une espèce de honte sociale, puisque l'accomplissement, être un humain de base, c'est de se construire soi-même, d'être à la hauteur de ses propres ambitions et d'avoir un emploi. Et donc on est dans la dimension, l'emploi donne une place dans la société, dans le regard que les gens ont vers nous, dans notre propre famille, même dans le regard qu'on se porte à nous-mêmes. Et là, alors, on arrive sur la dimension individuelle, la dimension de l'œuvre. De plus en plus, la pub, et nous en sommes le fruit, puisqu'on est tous ensemble de la génération Y, j'ai que 29 ans, mais je ne suis pas encore très vieux, avons au cœur de notre logiciel l'idée qu'on est unique, qu'on a tous un talent caché, plus ou moins caché, qu'on a tous des compétences. C'est vrai en fait, mais... Et qu'on a tous pour mission dans la société, et que la société, à la limite, ne sert qu'à une chose, c'est à nous accomplir nous-mêmes. C'est à pouvoir réaliser nos propres rêves, devenir soi-même, comme dit Quentin Mosiman souvent à la Starac, deviens toi-même, reste toi-même. C'est une véritable injonction. Oui, j'ai des références, je sais. Alors, il y a un vrai conflit de valeurs. Ça va aller, je sens que ça va aller. Il y a un vrai conflit de valeurs entre la logique de la production
qui est on produit, la logique de la société qui fait comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble et que tous aient accès à une dignité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des larbins, des gens qui ne soient pas dignes d'être des humains, qui soient considérés comme des parias, et d'autres qui soient considérés à juste ou pas à juste titre comme étant des gens dignes de foi ou des gens en tout cas dignes de dignité. C'est-à-dire comment la société fait pour fonctionner ensemble en donnant à tout le monde l'essentiel qui a été inscrit dans les droits de l'homme, égalité des droits, égalité des chances, égalité de dignité. Donc là, on est dans une autre logique, ce qu'on appellerait, moi j'appellerais une logique de bien commun, ou en politique, une logique de service public. Comment est-ce que chacun peut avoir accès aux mêmes chances, aux mêmes services, au même regard, à la même attention, ou dans la famille, ou dans nos relations, au même amour. Vous avez trois logiques. Et il y a un conflit de valeurs, c'est que la production, c'est la fin justifie les moyens, on alimente le système. La société, elle, essaye de fonctionner sur la base des droits de l'homme, et l'individu, lui, veut s'épanouir à tout prix, coûte que coûte, et on y va, on fonce. Et donc, entre ces trois dimensions, vous avez des conflits de valeurs profonds. Et en plus d'avoir des conflits de valeurs, parce que ça serait facile qu'aucune des valeurs ne se supporte, la production ne supporte pas l'idée de bien commun, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne supporte pas l'idée de gratuité, par exemple, la question de l'eau peut être abordée, et l'individu en a marre de se faire toujours emmerdé par des questions de société, par des règles imposées pour que tout se passe bien, on est libre de tout. Donc ces trois valeurs, elles sont en conflit les unes contre les autres, elles ne se supportent pas, elles ne savent pas se blairer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui, et vous pouvez me dire si je me trompe, surtout dans les 2 derniers rangs, ça m'intéressera. Voilà. Et donc, il y a une domination de valeurs sur des autres. Aujourd'hui, ça n'est pas avoir un esprit réellement critique pour dire et ressentir que la logique productive domine les logiques de société, c'est-à-dire les logiques de bien commun. Vous le voyez aujourd'hui avec des slogans un peu politicards qui diraient par exemple que le crash économique est contrebalancé par la démocratie et par l'argent du citoyen, alors qu'on est ici dans une logique citoyen-société, tandis que de l'autre côté, on est dans une logique productive. Donc ici, une logique est assujettie à l'autre, c'est la domination de la production sur le vivre ensemble. Et puis après, il y a une autre aussi domination interne qui fait que la société a du mal à se défendre, c'est que vous-même, en tant qu'individu dans cette société, vous en avez marre des règles, vous en avez marre de payer des impôts pour ceux qui ne travaillent pas, etc. Donc il y a aussi une crise de la notion de solidarité, qui fait que vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, excusez-moi, un conflit horizontal. Toutes les valeurs ne se supportent plus, production, société, individu, mais la production domine la société dans ses logiques, et la société l'admet, le politique est assujetti aux logiques productives, et l'individu domine la société, puisque de plus en plus l'individu tente de se détacher de toute attache, de toute interdépendance, alors que, prenez-en bien note, vous êtes hyper dépendants les uns des autres. Le cours du métal en Chine peut influencer profondément vos vies. Le cours du pétrole aussi. Donc nous ne sommes pas aussi autonomes que nous le prétendons, et plus on prétend être autonome, en fait, moins on l'est. Donc finalement, c'est bien qu'il reste encore du temps, parce que moi j'avais prévu de ne pas aller plus loin, j'avais juste prévu de répondre, mais on a répondu pendant tout l'exposé, en disant est-ce que le travail est indispensable aujourd'hui? Je vous dis oui, vous le saviez avant de venir. Mais on peut quand même se poser la question, comme j'ai dit tout à l'heure, si le travail est indispensable, donc obligatoire pour faire tourner la machine, parce que le travail, le salaire, la production, c'est le carburant même du système, sinon ça se braque, ça se bloque. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quel est l'objectif d'une société qui fait du travail le cœur même de son accomplissement? L'objectif, c'est quoi? Alors une société, ça c'est les bases de la sociologie, que ce soit une société commerciale d'ailleurs, ou un groupe social, a toujours pour objectif de se reproduire et de subsister, c'est-à-dire de ne pas disparaître. Donc la société salariale aujourd'hui, telle que nous la vivons ensemble, fait du travail quelque chose d'indispensable parce que c'est son carburant. Donc pourquoi est-ce que c'est indispensable? Pour que la machine tourne, tout simplement. Je vous donne l'exemple de mon activité avec mon fils Robin, 3 ans, lorsqu'on creuse dans le jardin, toujours pour faire le potager, dont le rendement est assez médiocre. Mais c'est parce que, bon, on est tellement content d'être ensemble, on favorise la logique œuvre plutôt que la logique productivité. Lorsqu'on fait ça, on ne participe pas à la machine salariale. On est même un danger quand on fait ça. Parce qu'on ne fait pas augmenter le PIB, et puis on ne ira pas acheter les chicons au supermarché. Par contre, quand vous êtes bloqué dans un embouteillage et vous consommez l'essence, là vous participez à la croissance, en fait là vous travaillez. Vous comprenez?
Donc on est dans des logiques dans lesquelles le travail devient complètement indispensable, mais parce qu'on se donne comme objectif de faire tourner la machine. Si à un moment je vous pose la question, le travail aujourd'hui qui conditionne tant de bonheur, mais qui conditionne aussi tant de consommation de drogue, alcool, café, antidépresseurs et autres choses, ce travail-là, s'il est indispensable, est-ce qu'il est toujours indispensable de cette manière si on se pose la question de la société avec comme objectif le bonheur, le vrai, pas les indicateurs de consommation. Quand vous êtes heureux, vous n'achetez pas plus de café. Quand vous êtes heureux, vous souriez. En tout cas, je vous le souhaite. N'allez pas acheter toujours des trucs quand vous êtes heureux. Avec l'harmonie, l'équilibre. Si on met l'amour, si on met l'égalité, on peut même mettre la spiritualité, c'est-à-dire le fait de se tenir sur la planète avec une vision qui n'est pas une vision productive et ni une vision consommateur, mais une vision d'être là, finalement. Si on met ça en objectif final, alors oui, moi je peux vous dire que je ne suis pas sûr que le travail tel que vous le connaissez et que nous le connaissons soit indispensable. Mais si on reste dans la machine, alors là, il est parfaitement indispensable, c'est même son carburant essentiel. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Tout d'abord, je remercie déjà Olivier Marchal pour sa conférence. Il est évident, c'est relativement dense, évidemment.